Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Après des années de combat à la renaissance du Bénin et une courte aventure dans la famille FCBE, le président du parti politique Restaurer l'Espoir est l'une des figures emblématiques de la scène politique béninoise. Candide Azanahi, c'est de lui qu'il s'agit. L'homme, après un moment de silence, revient aujourd'hui sur ce plateau de Carte sur table pour parler de l'actualité. Avec lui, il sera question de l'affaire Danyivo, qui a connu un nouveau rebondissement avec l'évasion de la prison de Misérité du présumé assassin du cadre du ministère des Finances disparu le 17 août 2010. On évoquera également dans cette émission l'affaire Tchabisika Basile Arossi, sans oublier bien sûr sur le plan de parler de la question du moment, c'est-à-dire les échéances électorales à venir. Sera-t-il candidat ou pas aux élections législatives et sur quelle liste? Plusieurs autres sujets viendront meubler cette partie. Honorable Candide Azanahi, bonjour. Bonjour monsieur. Pour conduire cette émission avec moi, Boris Koumayon, bonjour. Bonjour Serge. Je rappelle que les auditeurs pourront toutefois intervenir à partir de 10h dans cette émission. Carte sur table ce dimanche 22 février 2015. C'est parti pour 90 minutes d'échange. Mais avant, notre chronique avec Constantin Amoussou. Choc des titans à Cotonou et Porto. Comme on sort un lapin du chapeau, l'union fait la nation fait qu'au double et impose des affiches épiques dans les deux capitales de notre pays. Gaston Zosso à Porto Novo et Candide Azanahi à Cotonou, deux bagarreurs à l'énergie dévorant dans l'arène. Deux fauves déchaînés qui, au-delà d'une joute électorale, jouent leur honneur et leur avenir politique au détour de la bataille pour siéger à l'hémicycle. Deux batailles qui risquent d'éclipser la guerre elle-même et lui voler la vedette, tant les forces en présence ici et là sont redoutables et l'appétit d'en découdre palpable. Et c'est pour l'heure l'Union fait la nation qui crée l'événement le plus sensationnel de cette saison politique en embauchant le flamboyant député rebelle FCBE qui, l'air de miauler, a bien fini par démontrer que les apparences sont trompeuses et que l'on peut bien, d'un miaulement, affronter et déposer un tigre qui feule. Un classement inattendu qui donne la mesure de l'enjeu et révèle que Bruno Amoussou et les siens non seulement savent lire les signaux, mais surtout qu'ils savent regarder leur ego avec froideur pour faire triompher un enjeu capital. Car il est vrai, Candide Azanahi, bien que présent aux côtés des ténors UN à tous les rendez-vous, ne se sera jamais laissé franchir l'étape de l'adhésion à cette alliance, par méfiance sans doute, une légitime méfiance tombée cependant comme par enchantement, comme si une main invisible, la main de Dieu, a brusquement abrégé les hésitations et indiqué aux différents protagonistes la voie du bon sens. La bataille de Cotonou-Ouest se fera donc au sein de la triangulaire Soglo-Yahi-UN Azanahi. On sait qu'en politique, la vie est dure mais que la mort est pire. Et Candide Azanahi, transhumant successif des Wezerway et des Kori, doit affronter la force de frappe coalisée de deux adversaires qui ont de la poigne, un fief, des moyens et une foule de militants exercés à la bataille rangée, à qui les circonstances offrent en plus le motif le plus redoutable de la guerre, l'orgueil comme munition. L'orgueil, une arme de destruction massive qui ne s'embarrasse pas de convention, pas plus que de charité, dans un conflit asymétrique où les coups les plus pervers n'ont même pas attendu le tort pour donner le ton. Candide aura-t-il les moyens de cette bagarre? En sortira-t-il vivant? L'enfant terrible de Djonké connaît l'art de la guerre, ses ruses, ses astuces, son enjeu. Mais quel est aujourd'hui son taux de pénétration dans son électorat, bastion traditionnel de la famille Soglo qui tient quasiment tous les échelons du pouvoir, du conseiller de quartier et sa famille, au maire, ses adjoints, les structures administratives de la mairie, ses opérateurs économiques, ses conseillers communaux, les agents et au maire, ses chefs d'arrondissement et leurs familles à tous, ses représentants dans les structures en charge de l'élection, sans oublier les inconditionnels renaissants invisibles que les unes révèlent à la surprise générale des spectateurs et observateurs de la campagne. Une bataille d'autant plus épique que le charismatique président Soglo, tout en se retirant des listes,
pourrait être obligé de mener la bataille aux côtés des siens pour donner la réplique au rejeton Yahi et montrer à la famille présidentielle qu'il n'y a pas deux capitaines à Kadiaoun, de même qu'à l'inflammable Azanaï, qu'il ne suffit pas d'arborer une queue l'impossible. Mais en positionnant candidat Azanaï, l'UN aura réussi un coup de jarnac, car à la vérité, Azanaï a le vent en poupe, et nul mieux que lui n'est outillé à Cotonou pour faire mentir les statistiques et révéler que les temps ont changé. Face à la désarticulation de l'état de droit et à la résistance hésitée de l'opposition, lui, le premier et le plus vigoureux du sein du Parlement, aura fait un choix de héros. Périr au besoin, mais pas avant d'avoir libéré ses tripes et craché la vérité à ses partenaires coris. L'enjeu, aujourd'hui, est de faire exploser le système féodal que le pouvoir Yahi a instauré et reprend le flambeau du mouvement démocratique, le mouvement des idées, des hommes et des choses, et la réélection de candidat Azanaï peut apparaître, vu de notre peuple, s'il est conscient, comme un enjeu démocratique majeur. Sacrifiera-t-on le plus brave des fils pour l'honneur de l'aîné ou du plus nanti? Et si oui, de quoi notre démocratie sera-t-elle devenue le modèle? À la démocratie à pas de caméléon, diagnostiquée il y a 15 ans par Richard Banegas, nous aurons substitué la papadocratie et faire droit au docteur de Tchaourou, numéro 1 national après Dieu, qui aura beau jeu en temps opportun, comme jadis Duvalier-Père, d'augmenter par décret l'âge d'un de ses garçons et lui remettre le pouvoir en toute tranquillité. Et il n'y a pas de garrot qui tienne quand la proie est dans la gorge de l'anaconda et que la garde autour de la forêt est assurée par des tigrons entraînés à l'art du bon qui dévorent. Tout se jouera donc dans la campagne, et candidat Azanaï, s'il parvient à convertir ses sympathisants et avec eux tous les démocrates en soldats sur le front du salut pour restaurer l'espoir, il sauvera sa peau et fera honneur à la liste qu'il héberge, à son djonké natal, mais aussi à la démocratie béninoise. Et c'est Gaston Zossou, sorti depuis de sa tanière, qui brandit son gabarit chez les Aïnovi et impose la deuxième affiche spectaculaire de cette épreuve. Une deuxième triangulaire qui va secouer la 19e circonscription électorale et montrer peut-être que le fauve est plus que jamais en jambes. Gaston est un animal politique. À Porto Novo, dans les Agégués, à Adjara et à Samekpodi et partout ailleurs dans le Bénin, on connaît la taille de l'animal, sa force, son adresse, sa capacité. Et l'un ne pouvait pas être mieux inspiré en proposant au Oumenou l'homme qui se fait comme un devoir de déloger le chimpanzé du grenier. On connaît le chimpanzé, ses moyens et sa philosophie. Et en face de son plus fidèle ennemi depuis 9 ans, il ne lésina pas d'une ruse pour enterrer le bouillant orateur, dont chacun sait que le point faible risque d'être le nerf de la guerre. Mais les coris seront, tout au plus, en dépit de leur artillerie, un arbitre anecdotique entre le patriarche Adrien Ngwedi et son éternel rival, qui a dû entre-temps avaler d'utiles couleuvres pour la grande cause, avant d'avoir réalisé que maintenant, la charité bien ordonnée doit au moins finir par soi-même. Un tableau clinique qui présage d'une guerre sans merci, d'autant qu'à Porto Novo, jusqu'à présent, on vote le parti de renouveau démocratique aussi sûrement qu'on se nourrit de canard. Et cette affiche, qui n'est pas inédite, même si elle se répète, les contextes ont maintenant évolué et les électeurs auront à choisir entre le statu quo et une petite révolution. Pris entre le marteau PRD et l'enclume FCBE, Gaston Zossou, maître de la parole, parlementaire idéal, devra s'appuyer sur son aura et décrocher l'improbable sésame jusqu'ici de l'hémicycle. Improbable, sans doute plus, car les lignes bougent à une allure vertigineuse et l'inexpugnable citadelle des Tchoko-Tchoko pourrait bien se surprendre sous les couleurs de la jarre trouée au lendemain du 28 avril. Les intempéries qui ont secoué récemment, la principale force concurrente du parolier à la bouche d'or, s'agrège aux atouts de celui-ci, sa fidélité à la colère des Porte-Noviens, leur révolte, leur frustration et l'épouvantail à faire titan de ses rivaux coris à la confrontation s'est évanoui depuis longtemps car Zogang a réglé définitivement cette question sur la toile et attend toujours un improbable garçon né de son père et de sa mère pour l'affronter en duel sur le sujet. C'est donc un bloc éprouvé et un bagarreur de grade terminal qui investit l'arène couvert de l'onction de ses coéquipiers et collègues unis au nom de la nation et qui cependant aura en face de lui une pieuvre nommée PRD, puissante et historiquement implantée dans chacune des 4 communes de la 19e avec des cellules vivantes qui remuent et sont exercées au combat.
Gaston Zossou contre Adrien Ngwedi, le choc des titans, qui mieux que le premier pour enthousiasmer les Ouémenous, les faire rêver, sublimer leurs valeurs, fouetter leur ego, embraser les cœurs. Lui, l'inégalé orateur français et gon confondu du sérail politique béninois. Lui, l'homme serviteur qu'on a cru s'être enrichi sous Crécou quand il semblait ne croire que bien faire en servant un maître contestable et contesté par beaucoup et pourtant aujourd'hui réhabilité. Lui, la bête noire du régime Yahi, l'opprimé, le persécuté. Lui, le fidèle soutien de maître Adrien Ngwedi en 2011, premier et seul à dégainer à l'heure fatidique pour dire sa disposition au sacrifice suprême pour arracher des griffes du prédateur le chaos sorti du laboratoire Lépi. Zossou et Azanaï au Parlement adieu à la révision car ils semblent capables de constituer à eux deux seuls une minorité de blocage. Mais alors, Adrien Ngwedi n'a pas dit son dernier mot et n'entend à juste titre d'ailleurs pas être enterré vivant comme le cheval d'Ifani. Candide Tchabi l'a dit à Cotonou, Gaston et Adrien à Porto-Novo et alentour, que valent aujourd'hui ces candidats, leurs équipes, leurs programmes, leurs engagements, leurs stratégies et le réseau de soutien à leur candidature à l'assaut des sincères disponibles ici et là. Chacun d'eux sait que l'enjeu de cette querelle électorale, c'est vaincre ou périr, que donc jamais leur garde ne baisse. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front, disait Victor Hugo. Constantin Amoussou. Et bien voilà, nous revenons dans ce studio après la chronique de Constantin Amoussou que vous retrouvez tous les dimanches sur 4 sur table. Monsieur Azanaï, nous allons démarrer par un sujet qui a secoué l'actualité nationale il n'y a pas longtemps, l'affaire de l'évasion du présumé assassin de Danivo. Croyez-vous à l'évasion du présumé assassin du sieur Kodio Kossi Alofa de la prison de Misserité? Et quand vous avez appris l'affaire, est-ce que vous y avez cru? D'abord, je voudrais saluer tous vos auditeurs, saluer tous ceux qui nous écoutent et puis vous saluer aussi. Et puis voilà, d'abord, avant d'aller encore là, j'ai entendu dans cette longue lecture de ce que j'ai déjà lu dans le journal Le Matinal, et des mots qui me font rire et autres là. Et moi, j'ai quitté une formation dont vous parlez il y a près de 10 ans. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je viens sur le plateau, on en fait référence. Deuxièmement, j'ai écouté des propos du genre combat pour l'orgueil. J'aurais les orgueilleux, j'aurais l'orgueil. Je pense qu'il faut combattre pour l'honneur. Et rien ne vaut l'honneur. Et troisièmement, j'ai écouté un thème que les gens utilisent très très mal sur tous les plans, en parlant de transhumance. Je pense que c'est un concept qui ne s'adresse même pas à l'humain. On aurait parlé de nomadisme et j'aurais compris. Mais je pense aussi que ce thème est tellement galvaudé, mal compris. L'humain est en politique. La politique est une affaire d'opinion. Et à Victor Hugo de dire que comme c'est une affaire d'opinion, on suit l'opinion. Et que ce qui est redouté lorsqu'il a décrit Victor Hugo, c'est lorsqu'on change de position pour un écu ou pour un galon. Mais lorsque l'exigence de changement de position est pour servir l'intérêt général, il faut le faire. Et on doit le faire. Rien ne vaut l'intérêt général. Et l'intérêt général est l'étoile polaire et la boussole et le pôle nord magnétique de toute action en politique. Donc pour vous, on ne devrait pas parler de transhumance politique. Mais c'est de l'ignorance que de parler de transhumance politique. Ça n'existe pas. Vous fouillez tous les auteurs. Il n'y a que la science qui soit immuable. Encore que là, il n'y a pas de vérité éternelle. Mais lorsqu'on parle de la politique, on est dans la sphère de l'opinion. On est dans la sphère, à moins d'être dogmatique et dictatorial. Tout homme libre gère l'opinion. Et on gère l'opinion en fonction de l'intérêt général. Toutes les doctrines politiques vont vous le dire. Sauf les doctrines religieuses, des doctrines de couvent ou de mafia, où on vous dira de vous river comme le fétiche qui est devant mon portail à Abomey, qu'on appelle le legba, qui regarde toujours dans une direction. Là n'est pas le problème. Moi, je suis un homme politique, je suis théoricien, praticien de la chose. Je sais que c'est une affaire d'opinion et que pour l'homme, on doit suivre l'intérêt général. Je clôt ce sujet, si vous permettez. Deuxièmement, j'ai écouté dans votre chronique et des propos comme comment on peut faire ci, comment on peut faire ça. Non, dans l'action politique, il faut avoir le courage, il faut risquer.
non pas nécessairement pour sa personne, mais pour les valeurs et les principes. Et là, moi, je me suis toujours considéré comme un combattant de la liberté et de la vérité. Je me suis toujours considéré comme un soldat de l'intérêt général. Et j'ai l'habitude de dire à ceux que je forme un peu, que mon ADN ne connaît pas la peur. Je ne suis pas programmé pour la peur, pour le labinisme. Je suis formaté pour la démocratie. Mais l'opinion, voilà. Une certaine opinion pense toujours que vous êtes de tel ou tel bord. À chaque fois que ça ne vous arrange pas, vous sautez pieds joints de l'autre côté. C'est la politique. C'est ça la politique. La politique, c'est changer lorsque l'objet pour lequel vous vous êtes engagé change et devient évanescent. Lorsque, par exemple, je prends l'action de soutenir Yahya Bouni, le programme de Yahya Bouni du changement, et qui devient subitement ce qu'il est devenu, qui prend les propos qu'il a tenus le 1er août 2012, pourquoi voulez-vous que je continue de le soutenir? Lorsque j'ai fait un programme pour défendre la démocratie et qu'il parle de dictature et de développement, il parle de démocratie Nescafé, au nom de quoi vous voulez que je me déprogramme alors que je n'ai pas l'ADN de dictateur? Je ne suis pas programmé pour la dictature, je ne suis programmé que pour la démocratie. Donc, il faut élever le niveau du débat. Il faut que le niveau du débat politique ici cesse d'être un débat de sentimentalité, d'ethnie et au-delà, et qu'on parle des concepts, qu'on attaque les concepts pour voir. Voilà. Voulez-vous, vous, que moi, je soutienne, je continue de soutenir quelqu'un qui a des propos de ce genre? Alors, il faut toujours faire la différence entre le candidat et le président. J'ai soutenu le candidat, mais le président est devenu à l'antipode des promesses du candidat. Moi, je ne suis tenu qu'aux promesses du candidat. Moi, j'ai ma boussole, qui est l'intérêt général, qui est mon programme, qui est mon engagement. Voilà un peu. Et puis, ce que j'ai dit, c'est vrai que les gens ne pourront pas comprendre aisément. Mais ce que j'ai dit aux gens, lorsque l'accord, quelqu'un viole l'accord, viole l'objet de l'accord, oui, vous n'êtes plus lié à cette personne. D'accord. Nous allons y revenir dans quelques instants, si vous le permettez. Oui, nous allons y revenir. On aura le temps d'épiloguer dessus, de développer, de vous laisser développer vos arguments. Mais je vous posais une question tout à l'heure. Oui, je voulais répondre à votre question. Oui. Je n'ai pas oublié votre question. D'accord, parlant de l'affaire d'Anivon. Tout à fait. Et je voudrais fixer les choses très tôt parce que c'est la première fois que j'entame une émission avec une longue lecture. D'accord. Puisqu'à la fin, on n'aura pas le temps pour aborder les sujets très très importants. D'accord. Venons-en maintenant à ce que vous avez posé comme question. Votre question était, est-ce que je crois à l'évasion? Oui. La politique n'est pas une affaire de croyance. La politique est une affaire de faits et de preuves. Le politicien n'a pas à croire en qui que ce soit. C'est dans les églises et dans la foi, dans la spiritualité qu'on croit à ci ou ça. Et là, c'est la foi, c'est pas le raisonnement. Le politique est dans l'action du raisonnement. Et en tant qu'action du raisonnement, moi, je n'ai pas à croire en quelque chose. J'analyse les faits, je provoque les faits et je demande que les faits révèlent ce que les faits ont. Et les faits, c'est quoi ici? On dit qu'il y a une prison de haute sécurité. On dit, et vous l'avez suivi, que c'est une prison qui a les normes des Nations Unies, c'est-à-dire du tribunal pénal international. Donc, autrement dit, lorsqu'on arrête quelqu'un sur le plan des Nations Unies, on a jugé que cette prison offre les garanties de non-évasion. Et c'est à ce titre qu'on a fait cette prison. Alors, on vous dit qu'il y a évasion de cette prison. Vous devez vous interroger pour savoir que s'est-il passé. Vous n'avez pas à croire en qui que ce soit. Que s'est-il passé? Pourquoi une prison qui offre toutes les garanties pour qu'il n'y ait jamais d'évasion, pourquoi il y a eu évasion? S'il y a eu évasion comme ça, est-ce que il ne faut pas poser des questions? C'est là. Moi, je suis dans ce registre. Oui. Est-ce que vous avez essayé de répondre à ces mêmes questions-là? Pourquoi il y a eu évasion? Est-ce que c'est peut-être pas parce que nous sommes à la veille des élections législatives et autres, là? Est-ce qu'on peut interpréter cette évasion autrement? Non, moi, je ne lis pas cette... Vous savez, les interprétations sont polysémiques. Et par rapport à votre niveau de compréhension, votre capacité d'analyser les choses. Pour moi, c'est étonnant. C'est étonnant, non seulement c'est étonnant, mais c'est décourageant. Non seulement c'est décourageant, c'est affaissant pour l'image de la nation. Parce que cela interroge les autorités pénitentiaires et au plus haut point, le gouvernement et le chef de l'État. Parce que c'est là, ils ont mis à mal le dispositif sécuritaire et la crédibilité du Bénin à pouvoir garder dans les prisons de normes internationales les prisonniers dédiés à cette prison. Je me pose la question, si un jour le tribunal pénal international ou la communauté internationale voudrait faire incarcérer quelqu'un ici, je me dis, mais ils vont se poser des questions.
C'est ça les interrogations. Je ne veux pas rentrer dans des polémiques de ci ou de ça, mais voilà ce que je voudrais poser. Mon statut ne me permet pas de rentrer dans certaines polémiques, encore que là, je pourrais, mais je ne veux pas. Ce que j'ai suivi, et puis la piètre performance, est-ce que c'est une performance? L'intervention du ministre en charge de la justice, et tout ça là est une honte pour le chef de l'État et pour la nation. J'en avais le cœur meurtri lorsque j'ai vu le ministre intervenir. Et même, il est allé jusqu'à faire des corrélations entre des hommes d'affaires, entre des politiques et des syndicalistes. Mais je les observe. C'est des gens qui s'amusent avec du feu. Il ne faut pas qu'ils confondent notre nature pacifique à la passivité. Le gouvernement serait-il responsable de cette évasion? Il ne m'appartient pas de dire qui est responsable ou qui n'est pas responsable. Il m'appartient d'interroger qui avait la garde et la sécurité de cette personne. Si vous répondez à cette personne, à cette question, vous verrez la suite. Mais au-delà de ça, l'intervention du ministre Dianotin devait faire honte à Yahi Boni, et devait faire honte à tout le gouvernement, et devait faire honte à tout le peuple. Voilà, et il a dit des choses, il a dit des sanctions, des arrestations vont tomber en cascade, des sanctions vont tomber en cascade, et qu'il y a les hommes politiques, les syndicalistes et les hommes d'affaires, et qui vont être arrêtés. J'attends. Je pense que c'est des gens qui amusent la galerie, c'est des gens qui s'amusent avec les valeurs. Et c'est triste. Cette affaire est un non-lieu. Quelle affaire? L'évasion. Mais vous voulez que j'emploie mon mot fétiche? Oui. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Voilà. On peut passer à un autre sujet? D'accord, monsieur Voilà. Zanaï, qui conclut que cette affaire d'évasion du sieur Alpha n'est que du pipeau. Nous allons parler à présent de l'affaire de vos collègues Arossi et Tchabisika. La crise au Koslepi et la lettre ouverte du député Arossi, la réplique de Tchabisika, le communiqué du secrétaire général de la présidence. Quelle analyse faites-vous, honorable, de tous ces événements? C'est toujours le même registre triste qui continue. Lorsqu'on dit, un député dit, j'ai envoyé une lettre confidentielle au chef de l'État. Il n'a pas répondu, je n'ai pas eu de satisfaction. J'ai envoyé une lettre ouverte et qui dénonce un collègue député. Il n'appartient pas au chef de l'État de faire une référence à la dénonciation et à la lettre et à la forme de la lettre. À la forme de la lettre. Et dans la longue citation, dans le long communiqué élu par Mme Inessa Abor, c'est ça, oui. Si je ne me trompe. Mais j'ai écouté des choses qui nous ramènent à un autre âge. Le chef de... On dit que les propos sont irrévérencieux pour le chef de l'État. Il n'y a pas de sacré en démocratie dans la République. Je vous dis, allez dire partout que dans une République démocratique, le sacré est tué. Il n'y a pas de sacré. Il n'y a pas de père de la nation. Il n'y a pas de structure qu'on vénère dans une démocratie. Il n'y a rien que les lois. Il n'y a rien que la République. Alors, on n'est pas tenu d'avoir des propos révérencieux ou irrévérencieux envers le chef de l'État. On s'exprime comme on doit s'exprimer. Si le chef de l'État n'est pas d'accord, il saisit la justice pour diffamation ou propos injurieux. C'est tout. Il n'a rien d'autre à lier à la possibilité qu'a l'autre de dénoncer, au droit qu'a l'autre de dénoncer le faux et la corruption. Et l'autre aspect qu'il faut voir, lorsque le chef de l'État lit la dénonciation de l'honorable Rossi, que d'ailleurs je félicite beaucoup, j'étais allé à Thiémé le soutenir et le féliciter, lorsqu'il lit cette action très héroïque, très brave de l'honorable Rossi à la lettre et à la politesse ou à l'impolitesse, on comprend que ce monsieur n'est pas déterminé, il n'est pas prêt pour lutter contre la corruption. Mais l'autre chose qui est grave, lorsque on attaque Tchabisika et que le chef de l'État dit, ce n'est pas Tchabisika même qui a dit attaquer l'autre, mais c'est le chef de l'État, le gouvernement qui se substitue en défenseur de Tchabisika pour aller dire l'autre aussi est auteur de corruption. Pourquoi? Parce que son frère ou un parent de lui aurait aussi fait des contrats. Là, nous sommes dans un registre de quiconque parle des proches de moi me verra. C'est ça. Et on va jusqu'à dire, s'il continue des propos de ce genre, il verra. Moi, j'ai dit à Rossi,
de parler comme il doit parler. Mais est-ce que vous, en allant soutenir Rossi à Atimé, est-ce que vous n'êtes pas entré dans la même position que le gouvernement qui a pris parti pour l'honorable Tchabi Sika, comme vous venez de le dire? Non, pas du tout. Moi, je suis parti pour deux choses. Défendre les valeurs, soutenir ce que Rossi a dit et soutenir Rossi. Parce que lorsque quelqu'un dénonce le mal et qu'il est livré à la punition, à l'intimidation de la puissance publique et que tout le monde se tait, lorsque ça viendra sur vous, il n'y aura personne. Je paraphrase une manière de penser de certains dit, lorsqu'on est venu arrêter les protestants, vous n'aviez pas répondu. Les communistes, vous n'avez pas répondu. Le Tintin, vous n'avez pas répondu. Et quand on est venu m'arrêter, il n'y avait plus personne. Ici, Rossi dénonce un acte de corruption, de conflit d'intérêts, de délit d'initié. Le chef de l'État devait s'en tenir à là. On n'a pas à le menacer. Alors, lorsqu'on parle, le chef de l'État et son gouvernement parlent de propos révérencieux et irrévérencieux, lorsque le 1er août 2012, le chef de l'État vient à la télé, drapeau de l'Union africaine derrière, drapeau du Bénin derrière, au cœur du palais de la République, et qu'il dit, les autres sont petits, ils sont petits. Il a quel propos révérencieux? Il est poli là, en parlant comme ça. Lorsque le chef de l'État dit, ils sont en voie des espèces en voie de disparition, en parlant de ces mamans. La présidente, Mme Karim Rafiatou, est la grande soeur, la maman de Yahi Boni. Et Yahi Boni a vécu au moment où ces personnes étaient dans le gouvernement du PPP. Et il dit, les espèces en voie de disparition. C'est poli? C'est impoli? Lorsque Yahi Boni dit, tous ces enfants sont plus diplômés que tout le monde, c'est poli ou c'est impoli? Lorsqu'il dit que lui, il a les moyens de détruire, c'est poli ou c'est impoli? C'est irrévérencieux? Mais lorsqu'il traite les hommes d'affaires de tous corrompus, de vicieux, et qu'il ne trouve de propriété qu'au niveau des hommes d'affaires étrangers, c'est poli ou c'est impoli? Mais les propos du chef de l'État, prenez ces propos. Lorsqu'il va dans les champs et qu'il dit des propos qui sont des propos à la limite de la dislocation du pacte de l'Union nationale, du pacte républicain, c'est poli ou c'est impoli? Lorsqu'il a reçu les douaniers il y a quelques temps ici dans ce pays, et les syndicalistes, ces propos, c'est poli ou c'est impoli? Lorsque le même chef de l'État dit « je vais bondir », c'est poli ou c'est impoli? Alors, il n'est pas une référence, Yahi Boni, pour parler de poli ou d'impoli. Je sors de ce registre, je vous ai donné une tonne d'exemples, et puis ça reste. Non, ce n'est pas ça. La démocratie, je vais vous le dire, est un système d'égalité. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands, nous sommes tous égaux. C'est ça la démocratie. C'est ça ce qu'on nous a enseigné. Voilà. Et lorsqu'il dit que, mais je vais vous dire quelque chose et puis j'en aurai terminé, je vais écouter vos questions. Lorsque les chefs d'État traitent les autres enfants, que ces enfants sont plus diplômés que tout le monde, c'est que nos parents n'ont pas mis leurs enfants à l'école. Moi qui suis ici, je n'ai pas mis mes enfants à l'école. Ces enfants qui sont les plus instruits, les plus diplômés, ils ont passé quel concours pour garder les points juteux de l'État? L'autre, son fils là, qu'on appelle Nasser, il a passé un concours pour être président ou patron du Conseil présidentiel des investissements. Le papa est président et l'enfant garde le Conseil présidentiel des investissements de la nation. Tout ce qui va venir. Nasser a passé un concours. S'il est vraiment diplômé, on n'a qu'à le mettre, lui donner un stylo dans les mains. Et je vais prendre un petit garçon de Jonké, comme on aime le dire, et ils vont faire dictée. Ils vont faire mathématiques. Ils vont faire économie. Écoutez, je n'ai pas fini, il faut faire économétrie. L'autre là, qu'on appelle Tchabi, il a passé quel concours avant d'être derrière le FNPEJ, comme le cerf-volant et la queue du cerf-volant. Ils ont passé quel concours? Dites-moi le concours. Non, les propos irrévérencieux, c'est le chef de l'État qui doit se corriger d'abord avant de parler aux autres. Et je dis à tous les démocrates que ceux qui n'ont pas de formation théorique, et je suis prêt, il n'y a pas en démocratie de petits et de grands. Nous sommes égaux et la République est égalité. Nous prenons de la France beaucoup de choses. La devise de la France, il y a le mot égalité. Et la révolution de 1789, il y a égalité dedans. Donc, ne venez pas nous parler de choses qui n'existent pas ici. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas d'ADN de la peur. Je n'ai pas de gène mutant pour la peur. Je n'ai peur de rien du tout.
Voilà. Honorable candidat Zonaï, on parle toujours de l'affaire Rossi Chabisika. Alors, vu déjà le communiqué de la présidence, en communiqué qu'on traite un peu de la Serbe, quelle aurait été, selon vous, la réaction de la présidence de la République? Bon, sortez, laissez même la présidente de la République, c'est une aberration. On ne va pas s'éterniser sur des aberrations. Ils n'ont même pas de communiqué à faire. Ils n'ont aucun communiqué à faire. Ils se saisissent de l'affaire et puis, un point c'est tout. Et mieux, le détour par la NLC, c'est un détour inutile, totalement inutile, et qui pose la question même du contrôle de la reddition des comptes. C'est-à-dire, c'est la doctrine même de la reddition des comptes qui est mise à mal au Bénin. J'ai l'habitude de dire que nous avons au moins 3 niveaux de contrôle de gestion de l'État. Nous avons le niveau juridique et juridictionnel par les cours, les tribunaux et autres là, dont le chapeau c'est la Cour suprême et la Chambre des comptes. Mais nous avons le niveau politique qui est le Parlement, et nous avons l'autocontrôle de l'exécutif qui a beaucoup de structures, l'IGE, l'IGF, l'IGM et les chargés de mission. Alors, où sont passées toutes ces structures? Lorsqu'on parle du COS-LEPI, mais écoutez, allez auditer ce qui se passe au COS-LEPI. Ce que l'honorable Arossi a dénoncé, c'est minuscule. C'est de petitesse, ce n'est rien par rapport à ce qui se passe là-bas. Donc il y a d'autres affaires qui sont... Bien sûr, bien sûr. Et l'honorable Arossi n'a jamais loué un groupe. Le communiqué de la présidence de la République est un communiqué mensonger. Ce communiqué a menti. Parce que l'honorable Arossi n'a jamais loué un groupe au COS-LEPI. Jamais. 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 Aucun gouvernement. Personne ne peut prouver, là où je suis aujourd'hui, que l'honorable Arossi a loué un groupe. C'est une société qui, après les fouilles que moi j'ai menées, ce que j'ai écouté, en fouillant les choses, et puis l'honorable Arossi a encore plus de dossiers que ce qu'on pense. Ce que j'ai lu chez l'honorable Arossi, c'est une bombe. Mais écoutez. Lorsque c'est une société qui a loué, qui aurait loué un groupe auprès d'une autre société qui appartiendrait à un parent de Arossi. Donc Arossi n'a jamais fait directement et n'a pas fait l'affaire. Donc nous n'entrons pas dans ce registre. Le registre qu'il faut questionner, c'est Chabisika. Chabisika dit, quand Arossi a annoncé la chose, il dit, je ne connais pas la société. Vous l'avez vu en conférence de presse. Il a dit, je ne connais pas cette société. Une société a un nom baba, business engineering, quelque chose. Et puis il dit, je ne connais pas. Alors, moi je m'attendais à ce que Arossi soit pris en revers en disant mais le monsieur ne connaît pas la société. Mais c'est l'un des gérants de la société que Chabisika ne connaît pas qui est venu parler et qui dit non, Chabisika était actionnaire dans cette société jusqu'au mois de janvier 2012. Voilà quelqu'un qui dit je ne connais pas la société. Et voilà quelqu'un d'autre qui est patron de la société, qui gère la société, qui dit non seulement il connaît, mais il était actionnaire jusqu'à janvier 2012. Et quand vous lisez le document produit par l'Agence nationale de lutte contre la corruption, ce document dit il y a un procès verbal de notaire qui dit que Chabisika aurait quitté la société depuis 2012. Mais il y a la compulsion du registre de commerce de Cotonou, datant la compulsion du 3 février, qui dit qu'il est toujours actionnaire. Vous savez, la démocratie a horreur du mensonge. Et si le chef de l'État était un homme honnête, un démocrate pur, il suspendait Chabisika des FCBE, de tout. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un dit ça, on le suspend. Le chef de l'État doit le suspendre. Et les FCBE devaient faire un communiqué pour suspendre Chabisika de tout. Parce que là, c'est grave. Il dit, je ne connais pas la société. Et après, on prouve qu'il était actionnaire. Je ne veux pas fouiller d'autres choses. Vous allez voir cette société. Quand Chabisika l'a créée et était dedans, quels sont les marchés qu'il a pris auprès de l'État? Et les marchés sont de quel montant? Laissons ce registre. Revenons au COS. Djamalto a une affaire, un contrat avec COS. Et voilà qu'on découvre que Business Engineering Sahel a un contrat avec Djamalto. Mais il y a deux choses quand on va fouiller.
Oui, citez Vous nous avez parlé d'autres affaires au niveau du COSLEPI. On veut la primeur. Mais écoutez, est-ce que je dois dire que je suis venu pour ça aujourd'hui? Non. Mais j'ai pensé qu'il faut laisser les choses mijoter un peu. Parce que vous allez voir les contrats et les affaires, les collisions d'affaires qui remontent jusqu'au CPS. Il faut aller fouiller jusqu'au CPS, les pays. Vous allez comprendre pourquoi Gemalto, si Gemalto est dans cette position, alors c'est là j'ai des doutes sur la qualité morale de Gemalto. Parce que celui qui fait des affaires avec un suspect, un menteur, quelqu'un qui est suspecté de corruption et qui est pris en flagrant délit de reniement de quelque chose d'évident, mais on comprend même qu'ils peuvent aller mieux, peuvent faire plus de tort à la République. Parce que voilà des gens qui touchent au matériel sensible de la LEPI, la liste. Ceux qui sont suspectés comme ça de corruption, ils ne vont pas les suspecter de manipulation corruptive sur les listes. Les gens s'amusent avec du feu. Et là, Gemalto, dans cette situation, s'il est prouvé, in fine, que Business Engineering Sale a eu des comportements de ce genre, avec des transferts d'argent de ce genre, alors il faut suspecter la fiabilité de tout ce que Gemalto a touché dans ce pays. Et puis, voilà. Oui, comment appréciez-vous alors le travail rendu par la NLC et puis après, même le gouvernement a eu à féliciter la NT après le dépôt de cette conclusion? Je ne vois pas comment je peux remercier celui qui dit que mes doigts contre ma main contre 5 doigts. Il n'a pas fait une découverte, il n'a pas fait quelque chose de... La NC n'a pas fait quelque chose de supérieur, d'extraordinaire. On sait déjà que c'est une affaire corruptive. La NC dit je transfère à la justice. C'est inutile d'avoir envoyé à l'ANC. Le rôle de l'ANC n'est pas de servir de purgatoire à la justice, c'est-à-dire comment on l'appelle, de salle d'attente à la justice. L'ANC ne peut pas être une salle d'attente à la justice. Si l'ANC découvre elle-même une affaire, elle peut faire comme ça. Mais si moi, candidat des années, je découvre du faux, je n'ai pas besoin de l'ANC avant de saisir la justice. Et la justice n'a pas besoin d'attendre l'ANC avant. Le procureur de la République devait automatiquement, dès qu'il a pris connaissance de la lettre ouverte de l'honorable Akossi, le procureur, tous travaux cessants devait se saisir de cette affaire. Ne pas le faire et attendre l'ANC. Donc, je vais vous poser une question. Si l'ANC avait dit, on ne transfère pas le dossier à la justice, qu'est-ce que la justice allait faire? Oui, vous répondez. Mais c'est ça la question. C'est pour montrer que dans ce jeu, l'ANC est utilisée comme perte de temps. Si c'est pour ça qu'on les a mis là, ils sont inutiles. Ils sont totalement inutiles. Ça n'a pas de sens. C'est les affaires qui ne sont pas portées au grand jour, leur propre investigation, c'est sur leur propre investigation qu'ils vont faire, comme Jean-Baptiste Elias fait. Mais l'affaire même est claire. Et puis on dit, on passe par, et puis ils vont rédiger autre chose. Ils ne peuvent pas rédiger autre chose. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Honorable, selon vous, est-ce que cette affaire aura une suite favorable, qu'on puisse situer enfin les responsabilités? J'ai dit à l'Assemblée nationale, au cours d'un dossier, que tant que ce régime sera là, aucune affaire de corruption n'aura de suite. Aucune. Lorsqu'on parlait de la construction du siège de l'Assemblée, comment je ne vais pas en parler? Parce que je ne vais pas en parler ici. Parce que vous êtes député? Pas du tout. J'ai une obligation de réserve. C'est ça qui me fait mal. Je suis quelque part juge à la haute cour de justice et puis j'ai prêté serment d'avoir une obligation de réserve sur les choses déjà pendantes devant cette institution. Et l'affaire COSLEPI n'est pas pendante, mais il y a d'autres affaires qui malheureusement sont pendantes devant cette institution. Je suis juge là-bas et puis je ne peux pas. D'accord. Je ne peux pas et ça me fait mal, je ne peux pas. Si j'étais à l'Assemblée maintenant, si c'était en plénière de l'Assemblée, je parlerais et en prenant la couverture de mon action parlementaire. Et je vous aurais dit des choses énormes, sur comment il est impossible aujourd'hui de lutter contre la corruption. Tout ce qui se fait une grimace, c'est de l'anesthésie. On ne pourra pas le faire parce que en remontant les pentes, on retombe sur des proches de qui vous savez, que je ne veux pas ici appeler les noms pour ne pas vous créer de problèmes. Mais lorsqu'on parle d'une certaine Aladja qui régente tout, qui est le gicleur, le gicleur, celui qui distribue l'énergie de la corruption dans toutes les affaires, vous comprendrez pourquoi les choses se passent comme ça. Comment dans une affaire où on a fait un gaspillage pour construire à hauteur de 40 milliards,
On finit maintenant pour dire qu'on saisit le même État après avoir demandé des choses que règlement à l'amiable, courir partout. Moi, j'ai des tonnes d'interventions, on me demande d'intervenir, de faire ci, de faire ça. J'ai ça dans ma cantine. Et puis après, on revient et on dit, bon, nous assignons l'État pour 106 milliards. Mais nous sommes où? Il n'y aura de suite à aucun dossier de corruption. Surtout, si ces dossiers de corruption sont autour des proches de qui, vous savez, il n'y en aura pas. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on cherche à avoir de majorité. On cherche à avoir de majorité, on cherche 70 députés. Moi, je demande, il n'a qu'à demander les 83 députés. Et on va voir si avec 83 députés, ils vont toucher à une virgule de la Constitution. Il n'y a pas de garçon dans ce pays, même s'il a 200 députés, il ne peut pas toucher à cette Constitution. Ce garçon n'est pas né dans ce pays. Vous comptez sur quoi, honorable? Je compte sur le fait que je suis un combattant de la liberté, je suis formaté pour la démocratie, et puis je suis soldat de l'intérêt général. Moi, j'ai été à la conférence nationale, mes chers amis. Avant d'aller à la conférence nationale, j'ai combattu avec les jeunes ici. J'ai vu des jeunes tomber. J'ai aussi des blessures au ministère de l'Intérieur. J'étais jeune lorsque j'ai vu le sang couler sur moi dans les escaliers du ministère de l'Intérieur. Nous avons perdu des camarades. Et il n'est pas question pour nous qu'on remette en cause la démocratie. C'est hors de question. Oui, je vous arrête une minute. Oui. Il peut avoir 200 députés sur 83. Il n'est pas question de toucher, c'est du leur. Mais parlons-en, nous sommes dans la période de la célébration de l'anniversaire de la conférence nationale. Hein, bien sûr. Et vous avez participé à cette bien conférence. Sûr. Mais dites-nous, que reste-t-il des conclusions ou de tout ce qui est ressorti de la conférence nationale après 10 ans du pouvoir Yahi? Moi, je voudrais vous dire quelque chose. Yahi Boni n'est plus un sujet d'actualité pour moi. Yahi Boni est du passé. Parce que ce n'est pas moi qui vais dégager Yahi Boni du pouvoir. La Constitution l'a dégagé. Le 6 avril, seconde pour seconde, il quitte. Il quitte. Ça, c'est... Laissez-le, il n'est plus un sujet. Ce qui est un sujet aujourd'hui, c'est le débat entre la préservation des acquis de la conférence nationale, la préservation de la démocratie et des principes de l'état de droit, ou le basculement dans ce que Yahi Boni appelle la démocratie Nescafé, la dictature du développement. C'est ça. Le combat pour moi aujourd'hui est là. Yahi Boni n'est plus un sujet pour moi. Et je sais qu'il est en train de faire la valise pour partir. Et quand on fait la valise, on se comporte comme ça. On se comporte même, on viole même la loi électorale, le code électoral. Et on rentre en campagne alors que la campagne n'est pas déclenchée. En novembre 2013, déjà en novembre, j'avais alerté sur ma page Facebook pour dire que on allait acheter un hélicoptère. Et que j'avais donné le nom des ministres et puis des gens du commandement chargé de la défense qui étaient sollicités pour que le chef de l'État puisse avoir un hélicoptère pour pouvoir s'en servir comme moyen de propagande. J'avais dénoncé ça sur ma page Facebook. Personne n'a suivi. J'avais dit qu'on va prendre les moyens de l'État pour passer de village en village, faire de la concurrence, de la campagne déloyale. Personne n'a suivi. J'avais dit qu'on a mis le pays dans un délabrement d'infrastructures et que c'est vers la fin qu'on va commencer à faire des inaugurations pour doper, anesthésier et détourner l'attention des problèmes. On n'a pas suivi. Et tout cela se passe aujourd'hui. Je vais vous lire l'article 62 du Code électoral. Oui. Et pour voir si un démocrate, si Yahi Boni, on lui a lu cet article. Je vais vous lire ça. On dit, les pratiques, article 62 du Code électoral. Vous voyez très très bien. On dit, 62, les pratiques publicitaires à caractère commercial, l'offre de tissus, de t-shirts, de stylos, de porte-clés, de calendriers et autres objets utilitaires à l'effigie des candidats ou symboles des partis, ainsi que leur port et leur utilisation, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faites à un individu, écoutez très bien, à une communauté, à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote sont et restent interdits 6 mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme. Vous savez, et je vais vous lire le début de l'article 63, l'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'État d'une personne morale publique, des institutions ou organismes publics aux mêmes fins et reste interdit 6 mois avant le scrutin jusqu'à son terme. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Ce que Boni Yahi fait, ce que les gens font. Regardez comment il a fait un meeting FCBE au cœur de la présidence, avec des logos
Est-ce qu'il a lu l'article 62? Est-ce qu'il a lu le code électoral? Mais c'est pas possible. Même lorsqu'ils ont fait un congrès, dit congrès extraordinaire, congrès à la Mussolini, et congrès à la Hitler, congrès au guide, lorsqu'ils ont fait, vous n'avez pas bien fait. Le chef de l'État, qui a une institution, est venu. Et il y avait des chars d'assaut de la République. On a déplacé les chars d'assaut de la République pour surveiller le chef de l'État, le président de la République, qui est venu à une réunion partisane publique. Vous savez, c'est pas bon ça. Ce n'est pas bon. Quand nous sommes là, il faut combattre à armes égales. Lorsque quelqu'un dispose de tous les moyens et que les autres, on leur enlève tous les moyens, jusqu'à la possibilité de communiquer librement sur l'ORTB, et qu'on dit que les deux vont à une même compétition, et on croit qu'on va faire un résultat, on attend. Nous attendons de pied ferme. De toutes les façons, pour nous, il est clair, moi dans ma tête, et dans la tête de tous les démocrates, oui, que ce qui est en jeu, c'est la protection des acquis de la conférence nationale, la protection des valeurs démocratiques, la défense des principes de l'état de droit et le basculement dans la dictature. D'accord. Et le choix est clair. Vous avez parlé du congrès de FCBE. Tout à l'heure, ils étaient à leur congrès extraordinaire la semaine écoulée. Congrès au cours duquel, selon leur dire, ils auraient procédé à un toilettage des tests de l'Alliance. Avez-vous le sentiment que les FCBE vont ravir la vedette à la classe politique aux prochaines élections? Vous savez, il y a une seule manière d'accepter la victoire de l'adversaire. Lorsque les armes sont égales et que les moyens sont égaux. S'il n'y a pas égalité des moyens, égalité des conditions, je n'accepterai aucune victoire de l'adversaire. Nous entrons sur un terrain de football. Alors, vous avez désigné l'arbitre, vous avez choisi le terrain, vous avez choisi les spectateurs, vous avez choisi le ballon, et puis vous avez choisi le nombre de buts que vous aurez, et puis tout et tout. Si vous me contraignez à monter sur le terrain, mais vous ne me gagnez pas. Vous ne me gagnez pas. Parce que, en démocratie, il faut arriver à faire entendre à l'autre qu'il doit accepter. Il faut le mettre dans l'état psychologique de pouvoir savoir que le jeu est transparent et qu'il accepte. Si le jeu n'est pas transparent, on n'acceptera rien. Est-ce une façon de dire que bientôt, lorsqu'on va donner les résultats et que la victoire ne sera pas de votre côté, vous n'allez pas accepter ces résultats? Qui vous a dit que la victoire ne sera pas de choses là? Yahya Boni ne peut pas gagner, l'FCB ne peut pas gagner. C'est de l'illusion. Vous comptez sur quoi en disant ça? Mais je compte sur le peuple. Moi, j'étais à Tiémé. Je vais vous dire quelque chose, j'étais à Tiémé. J'ai vu Yahya Boni à la télé aller inaugurer 3 fois le pont d'Atiémé en 30 jours. 3 fois en 30 jours. C'est-à-dire qu'il va inaugurer le pont chaque 10 jours. Et chaque fois, c'est les mêmes personnes qui sont devant lui, qui lui disent il est le Dieu, il est le bienfaiteur, il est l'incarnation même, il est le démiurge. C'est-à-dire après Dieu, c'est lui. Il dit, et la lumière fut. Comme il a dit à Zé, lorsqu'il a vu mon ami, le président Koudé, faire des choses, il court rapidement, il va à Zé. Et en violation de la loi, il dit, mais vous n'avez pas de l'eau, c'est les politiciens, moi je ne suis pas politicien, envoyez des poteaux, envoyez de l'eau. Mais à Tiémé, j'ai vu, mais quand je suis parti là-bas, les mêmes qui embrassaient le président, les mêmes qui avaient le sourire là jusqu'aux oreilles qui étaient autour de lui, c'est les mêmes qui disent, honorable, M. Azanaï ne créait rien, nous faisons la comédie avec lui. Vous le connaissez, non, il aime la comédie, on fait la comédie avec lui. Vous citez des noms? Je ne cite pas des noms. À mon âge et à mon niveau, je n'ai pas cité des noms. Mais vous pointez certaines personnes quand même qui ont parlé ainsi? Non, laissez, faites grâce de ça. Et tout ce que je vous ai dit au micro, je ne vais pas le répéter ici. Mais n'avez-vous quand même pas peur? Vous avez parlé tantôt des moyens de l'État qui sont utilisés pour faire campagne, même avant que ça ne soit lancé et autres là. Est-ce que vous n'avez pas peur d'affronter cette machine électorale dans votre circonscription? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vous ai dit à l'entame de votre émission que je n'ai pas d'ADN qui soit... qui programme, c'est pas de gènes qui programme la peur ou qui soit de mutation qui programme la peur. Moi, je n'ai pas la peur. Mon papa ne m'a pas éduqué pour la peur. Il m'a toujours dit, quand il me parlait, j'étais petit et je baissais la tête, il dit lève-toi, regarde-moi en face. Si tu baisses les yeux, il te gifle. Un homme regarde un homme. Il dit un homme regarde un homme. Un homme ne doit pas craindre ni la défaite ni la victoire. Un homme doit craindre le fait de n'avoir pas de preuves pour expliquer son acte. Mon fils, tu dois avoir toujours des preuves pour expliquer ton acte. Ne crains ni la victoire ni la défaite. Ce n'est pas ce pourquoi tu dois être homme. Ce pourquoi tu dois être homme,
c'est pouvoir regarder les autres, assumer et expliquer. Donc, je veux vous dire quelque chose. Oui. Lorsque vous parlez des FCBE qui font jouer, les FCBE sont en lambeaux. Ils sont en lambeaux. Faites le décompte vous-même. Prenez le président Nago Mathurin. Il était FCBE. Oui. Il est FCBE aujourd'hui. Il n'est pas FCBE. Lorsqu'à l'Assemblée nationale, au début de la législature, j'avais analysé et je disais que la retraite de Parakou, lorsque le président Nago a dit qu'il faut faire une retraite parlementaire à Parakou, j'ai dit que cette retraite était une mauvaise chose, qu'on ne peut pas envoyer les députés pour aller réviser la constitution à Katimini, que ce n'est pas bon. Personne ne me suivait. On m'a traité de tous les noms. J'ai vu un directeur de cabinet, le directeur de cabinet de Nago Mathurin, qui est venu sur une station golf, pour dire me traiter d'aigri et autres là. Mais je me rappelle de cette belle citation de Mandela, qui dit que l'honneur de tout temps a appartenu aux hommes qui n'ont pas craint les injures, les offenses, les faits, les prisons, les diffamations, mais qui de tout temps ont prôné la vérité. Il dit de tous les siècles, l'honneur appartient à ces hommes. Nago Mathurin où aujourd'hui? Lorsque vous prenez Deburou, qu'on a dit qu'il est l'excellent boxeur, défenseur jusqu'au... On a dit, ça veut dire que vous n'avez pas vu, vous êtes à l'Assemblée. C'est une manière de parler. D'accord. C'est une manière de... C'est une courtoisie que de dire ça. Lorsqu'on a dit qu'il est boxeur devant l'intérieur pour défendre Yaïboni, mais il est où aujourd'hui? Quand je disais ces choses, je vous dis, quelqu'un était derrière moi à l'Assemblée. Quand je défendais l'intérêt général aujourd'hui, il m'a même menacé de mort. Il a même dit, vous ne verrez pas 2016. Je me suis retourné vers lui pour dire, vous vous trompez. Je comprends le dandy dans lequel vous avez parlé. Je suis d'une famille de polygames. Mon père est multipolygame. Polygame devant l'éternel. Parce qu'il était douanier, partout il passe, il essaie de s'entourer de belles et qui nous ont fait, nous autres. J'ai dit, je comprends la langue. J'ai des frères, des sœurs. Aniki, j'ai dit, moi, c'est Dieu qui arrache la vie. Mais j'ai dit, avant la fin de cette mandature, tu sauras que je suis en train de dire la vérité. Ces personnes sont où? Ils sont dans ce que vous appelez une alliance qui se levée au sud, au centre, ou je ne sais quoi. Donc c'est ainsi. C'est ainsi. Et les FCB sont où? Ils sont où aujourd'hui? Et puis, tout ce que vous voyez pour la plupart des FCB, soit c'est des opportunistes, soit c'est des gens aussi qui sont tapis dans l'homme. J'ai écouté sur une station télé un ami, un député qui a été ministre, un jeune très bien, qui disait, mais attendez, les listes vont sortir. Et vous allez voir ce qui reste des FCBE. Il ne reste que l'influence du pouvoir, la manipulation du pouvoir, l'usage excessif des moyens de l'État. C'est tout. C'est tout. Regardez, lorsqu'on utilise les nominations, 120 nominations. Tous les week-ends, on fait des nominations. J'ai discuté avec des collègues députés d'une région que je ne veux pas donner et qui ne veulent pas aller avec FCBE. Et pour les déstabiliser, on envoie une mission, on les amène à la présidence, on leur promet des choses. Et c'est à la présidence qu'on leur dit, je vous donne ça, mais il ne faut pas que les gens sachent. Je vais nommer ci, je vais nommer ça. Pour tout déstabiliser, désarticuler les communautés, opposer les frères. Regardez même, lorsque Nago Mathurin a annoncé l'histoire des bretelles et autres là, c'est ses propres frères qu'on a amenés pour s'occuper d'eux. Il reste quoi? De morale, de sein au niveau des FCBE. Il reste quoi? Alors, lorsqu'on prend des personnes autour du chef de l'État qui n'ont jamais audité, je prends le ministre Komi Koutié. Il était au microcrédit, microfinance. Il y a eu de feu là. La maison a brûlé. Les structures de microcrédit ont brûlé. On lui a fait audit. Mais vous êtes à l'Assemblée. Oui, j'ai parlé, mon cher ami. Oui. Je laisse parler. Je finirai mon idée, puis je vais vous répondre. D'accord. On a vérifié. Lorsqu'il est allé au ministère de la Communication, le ministère a pris feu. Le ministère de la Communication a pris feu. On l'a audité. On lui a même permis d'aller faire passation des services au palais des congrès. C'est la première fois que je vois une passation de services ne pas se faire dans l'enceinte du ministère, aller se faire ailleurs. Et puis, blanc, on le bombarde là. Et ne faites-vous pas une corrélation entre le fait qu'on l'ait mis là et puis le fait qu'on le propulse maintenant pour être au devant. Si ce n'est pas le conflit interne, je ne citerai pas des noms. Il y a même un ministre qui serait de la région de Djougou, je n'appelle pas son nom, qui aurait même menacé. Alors jusqu'à menacer en disant, si vous faites des choses, en 48 heures, vous verrez les dégâts. Ça ne vous a pas étonné après tout ce bruit, tout ce bouillonnement,
que le Congrès soit seulement un Congrès pour dire on a toiletté les tests, on veut remplacer certaines personnes et qu'on veut garder le pouvoir, on va modifier la Constitution pour garder le pouvoir pour 100 ans. Mais des hérésies. C'est même blasphématoire de dire qu'on garde le pouvoir pour 100 ans. Et je renvoie ces personnes à Hitler. Lorsque Hitler a dit que le Troisième Reich, c'est pour des milliers, des millénaires d'années, vous avez vu le tort que ça a fait à la communauté mondiale. Alors, vous posez votre question. Oui, en tant que parlementaire, et Oui. vous êtes là, votre rôle, c'est quand même d'être en train de vérifier, de voir un peu... Je vous renvoie automatiquement à un exemple. Oui. Le fonds FADEC. Oui. Lorsque nous avons fait le fonds FADEC, le contrôle du fonds FADEC, avec l'excellent rapport du ministre, de l'ancien ministre Zachary Tiabi Félicien, Oui. et que nous avons sorti 32 recommandations. Les recommandations 31 et 32 disaient quoi? Qu'il faut transférer le dossier à l'ANC, il faut transférer le dossier à la justice. Mais lorsque le ministre Sakofodi, député au sein de l'Assemblée, a demandé une suspension, et il est revenu, il a organisé les FCBE, à ce que, étant majoritaire, il retire les recommandations 31 et 32. C'est-à-dire, pour la majorité au pouvoir, on ne va pas transférer le dossier à l'ANC, on ne va pas transférer le dossier à la justice, mais on transfère le dossier au chef de l'État. Alors que le chef de l'État n'est pas le commanditaire, celui qui a commandé le contrôle parlementaire. Alors, je parlais tantôt, et on n'a pas eu le temps de le faire, sur la doctrine de la reddition des comptes. Savez-vous que la révolution de 1789 a été déclenchée parce qu'il y a eu la pression sur le baron de Necker, parce qu'on ne voulait pas que le baron de Necker vérifie les comptes du royaume, et que le 11, il y a eu des pressions sur lui, le 12, la nuit du 11, on l'a démis. Le 12, il y a eu la protestation du peuple de Paris. Et le 14 juillet, il y a eu la révolution, la prise de la Bastille. Il faut que les gens fassent attention. Lorsque la corruption dépasse un seuil, il n'y a pas de raison que les populations revendiquent la possibilité, le droit de protéger l'intérêt général. Alors, quel que soit le contrôle qu'on fera au sein du Parlement, quel contrôle parlementaire a abouti depuis que vous êtes né, depuis que vous êtes journaliste, depuis que vous suivez, commentez l'actualité? C'est du pipeau. Et c'est des 10 dernières années. Mais en tant que parlementaire, c'est vous qui êtes là pour les lois, pour faire les lois et autres. Là, et vous voyez que l'action gouvernementale, le contrôle n'aboutit pas. C'est pour ça, oui, mon cher ami, oui. C'est pour ça qu'il ne faut jamais donner une majorité à un régime qui est gangréné, dépassé, qui souille, qui sommeille, qui coule sur la corruption. Parce que aussi longtemps que vous allez donner une majorité à ce régime, il y aura l'aboutissement de rien. Parce que l'autocontrôle, même l'autocontrôle de l'exécutif, sera une arme de manipulation. C'est-à-dire, le chef de l'État a annoncé les couleurs. Il dit, si je sortais les résultats des audits, tous les DG seraient en prison. Alors, pourquoi il n'a pas sorti? Est-ce que ça le gêne que les DG, les personnes, les agents publics aillent rendre compte ou quoi? Mais, dans la doctrine de l'art du pouvoir, de la manipulation du pouvoir, on prend le contrôle, le code de contrôle comme moyen de manipulation. C'est-à-dire, regardez le cas Arossi et Tiabi Sika. Arossi dit, Tiabi Sika fait telle chose. On dit, si tu as, parce que tu as dit ce que Tiabi Sika a fait là, je dis pour toi aussi, enlever l'immunité parlementaire des deux. Mais c'est une moquerie, c'est de l'enfantillage, c'est du journal de Tintin. On devait s'attaquer à Tiabi Sika et il appartient au juge de citer Arossi comme témoin ou dénonciateur. Mais on ne peut pas citer Arossi comme complice de Tiabi Sika. Et puisque Arossi n'est pas complice de Tiabi Sika, on trouve une autre affaire pour que Arossi aussi aille. Quelle est la pédagogie dans cette affaire, la moralité? La moralité, c'est que toute personne qui veut dénoncer, tu vois, se dit, mais si je dénonce, j'aurai des déboires. Et ce que moi je fais depuis des années, est-ce que vous avez jamais vu un communiqué de la présidente pour dire Azanaya a dit ça, je vais sortir pour lui aussi? Ah oui, j'ai refusé. Vous êtes propre? Nickel, clean, total. En 1996, vous savez, moi j'étais dans les couronnes périphériques du système Soglo. J'étais au cœur du parti, mais dans le gouvernement, dans la gestion, j'étais... Mais lorsque le président Soglo, nous avions perdu les élections en 1996, que le président Soglo est parti à Boston avec les histoires, les énervements, des histoires de vol de véhicules, de roquettes à Huawei, pour lesquelles j'ai fait de belles actions, des actions très courageuses. Moi, ce que je fais aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous m'avez vu à la conférence nationale. J'étais jeune, vous avez vu tout ce que j'ai fait là-bas.
Donc j'ai fait tout ça. Et que le président Soglo est parti, toutes les affaires que moi j'avais, j'ai suspendu toutes les sociétés dans lesquelles j'étais chargé de mission, j'étais contrôleur, j'étais ci, j'étais même dirigeant, j'ai cessé. J'ai aussi dit à mon épouse de mettre fin à toutes ces affaires au Bénin. Et s'il y a des affaires que nous allons faire, c'est avec l'étranger. Parce que quel que soit ce que vous allez faire de propre, et que vous êtes en face d'un régime de type dictatorial, on vous trouvera toujours des noises. Regardez ce que les hommes d'affaires ont subi dans ce pays. Non pas parce que leurs affaires étaient malpropres. Leurs affaires répondaient aux critères des affaires. J'ai dit dans ce pays, Adji, affaire. Adji, affaire, c'est vertu, on ne parle pas. Mais lorsque ces personnes-là ont décidé d'aller contre le pouvoir, quelqu'un a décidé de ne pas servir le pouvoir, l'autre a décidé de ne pas donner caution à la révision de la Constitution, vous avez vu tout ce qu'ils ont subi. Et écoutez les propos du chef de l'État devant les ennemis. Il va jusqu'à indiquer quelqu'un qu'il veut 400 milliards pour les choses et que lui l'a refusé. Mais un chef d'État qui insulte, qui injure, qui diffame. Et parce qu'il est le chef de l'État, lui, il a le droit de vie et de mort. Ce n'est pas de la démocratie, ça. Il n'est pas démocrate. Le président Hollande ne peut pas dire ça. Il quitte l'Élysée. Le président Obama ne peut pas dire ça. Il quitte la coupole. Il quitte la Maison Blanche. On dit quoi? Moi, je suis un démocrate. Et puis, si les dictateurs sont en face, nous allons en découdre avec eux. Par tous les moyens. Et la Constitution offre les moyens de combattre la dictature. Il est écrit dans la Constitution, dans le préambule, que nous devons combattre la dictature et tout régime de type dictatorial. Mais il est écrit aussi dans les articles que lorsque nous sentons, nous pouvons le faire. Et la Constitution donne même droit aux membres d'une institution de la République de faire preuve de tous les accords de coopération, de tous les moyens pour défendre la démocratie. D'accord, vous parlez tantôt de la RB en 1996. Une certaine opinion vous a annoncé sur la liste de la RB. Nous nous sommes juste contentés d'un communiqué de votre parti. Que s'est-il réellement? Non, il n'y a pas un communiqué de mon parti, si vous permettez. Le secrétaire général, oui, le secrétaire général que je félicite beaucoup, qui est un jeune très très ascète, qui sans rien du tout, qui fait un travail de moine tibétain au sein de l'opinion et à mes côtés, a répondu. Parce qu'il n'a jamais été question, et il ne peut pas en être question aujourd'hui, que moi je retourne sous n'importe quelle forme. Vous avez quand même dit que la politique, ça peut changer à tout moment, mais vous pouvez vous retrouver dans quelques années. Nous pouvons travailler ensemble. Oui. Là, nous travaillons ensemble. Nous pouvons discuter et travailler ensemble. D'accord. Mais il n'est pas question que un parti se sabote pour un parti. On n'a jamais... Vous savez, ceux qui m'écoutent. Les responsables je ne parle pas des responsables de la RB. Je n'ai jamais discuté avec eux. J'ai discuté avec le président Léadi Finayon Soglo. Nous avons discuté pendant longtemps, dans la courtoisie, dans la fraternité, dans la franchise. Et puis c'était des discussions très agréables. Mais il n'a jamais été question. Appelez-le. Je pense qu'il doit rester un homme honnête quand même. Et il doit pouvoir dire, il n'a jamais été question que restaurer l'espoir et se sabote pour entrer dans, comment on l'appelle, Renaissance du Bénin. Jamais. Mais nous avons entrepris des discussions. Et puis avec un autre parti, et l'UDBN de Mme Claudine Prudencio. Oui. Et puis nous avons exploré des pistes pour voir comment nous pouvons travailler ensemble. Nous avons exigé des conditions qui sont qu'il y a les valeurs démocratiques, il y a les principes de l'état de droit, il y a l'efficience de l'accord. Mais à un moment donné, j'ai appris dans la presse ceci ou cela, que moi je serais coopté par ci, j'aurais fait ci, et le secrétaire général, de manière prompte, a répondu. Mais cette presse, malgré que le secrétaire général ait répondu, malgré que le secrétaire général ait pris contact avec cette presse, pour lui dire ce que vous avez donné comme information est fausse, cette presse-là l'a joué. Il dit, je veux répondre. Je veux dire, on l'a joué toute la journée. Tard dans la nuit, on lui a dit, vous attendez un nouvel article demain avant de répondre. Bon, dès que j'ai senti ça, j'ai dit au secrétaire général de prendre une langue avec un autre organe et d'aller dire clairement nos positions. Ça doit être dans le matin. On a fait nos positions. Mais heureusement qu'on a fait. Parce que le lendemain, le même journal Matin Libre vient dire, après l'avoir, il est allé faire une heure avec Léadi et le remercier. Double mensonge. Et je me dis, certains disent qu'il faut assigner Matin Libre. Je dis non.
Moi, je n'ai pas vocation à signer la presse parce que ceux qui m'ont coaché et formé en politique m'ont dit n'assigne jamais la presse devant la justice. Tu t'expliques, s'ils veulent, ils rectifient. S'ils ne rectifient pas, tant mieux, tu continues. Parce que pour entrer en démocratie, il faut avoir la peau, assez de graisse sous la peau pour ne pas être en train de gratter lorsque des petits moustiques ou des péchous là vous piquent. Non, c'est les risques de métier, c'est les coûts du métier. La politique est faite aussi de coups bas. Donc, j'ai répondu. J'étais obligé de venir et de répondre en disant ceci. Oui. Même mon cadavre n'ira pas à la l'AEB. Et l'affaire est clôturée. À partir de cet instant, je ne suis plus resté dans de bonnes dispositions d'état d'esprit pour discuter avec la l'AEB. Mais candidat Zanaï sera candidat sur quelle liste alors, finalement? Moi, je serai candidat aux élections parce que le bureau politique du parti, les 2 derniers bureaux politiques m'ont recommandé, m'ont donné carte blanche. D'abord, ils m'ont investi, ils m'ont recommandé pour dire, bon, de finaliser les accords avec la formation ou les alliances de formation qui répondent au même combat aujourd'hui que nous. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. J'ai discuté avec toute la classe politique opposante. J'ai discuté avec tout le monde. Et tout le monde. Ceux qui m'écoutent, les hommes politiques qui m'écoutent, savent qu'à un moment donné, mon cabinet était devenu, bon, la plaque tournante diplomatique des jeux d'alliance et au-delà. Donc tout le monde vient. Donc vous êtes sur quelle liste alors? Vous voulez que je vous le dise? Oui. Je vais vous le dire en fin d'émission. Mais vu la guerrielle de personnalités politiques, avez-vous la chance de conduire une liste de l'UN comme le véhicule? Vous savez, j'ai porté un discours. Oui. Un discours qui ne coupe pas la rue. J'ai porté un discours de risque, un discours courageux, un discours vraiment frontal qui a dit clairement et sans ambiguïté mon opinion. Mon discours, tout ce que j'ai dit se réalise. Tout ce que j'ai dit se réalise et se réalisera. Je n'ai pas peur de mon discours. C'est le temps de tester mon discours. Je dois tester mon discours. Je dois aller devant le peuple pour que le peuple dise oui, ce discours est bon. Non, ce discours, nous ne voulons pas. Et je ne planiche pas. Je ne suis pas de nature à planifier. J'ai fait un discours. Je dois pouvoir aller dire à ce peuple voilà mon discours. Et voilà ce que je vous dis. Voilà la peur qu'inspire la révision de la Constitution. Parce que lorsque le chef de l'État vient et dit je voudrais réviser la Constitution pour 3 choses. L'imprescriptibilité des crimes, le caractère permanent de la Sénat et la Cour des comptes, il est dans le décor total. Il bluffe, il blouse. Il est dans les fumées. Il veut fariner tout le peuple. Il veut anesthésier. Ce n'est pas possible. Les crimes économiques sont déjà imprescriptibles. À travers la loi portant lutte contre la corruption et les infractions connexes. Deuxièmement, la Sénat est déjà permanente à travers le code électoral. Troisièmement, s'agissant de la Cour des comptes, je ne sais pas ce que dit Boniaï. On n'a pas besoin de 200 députés. Et lorsque, s'ils étaient de bonne foi, ils allaient demander le retrait du projet qu'ils ont transmis. Est-ce que le projet qu'ils ont transmis parle seulement de ces 3 choses? Mais non. Ça parle de quoi? Mais non, ça parle de la désarticulation totale de l'édifice et de la structure de l'État. Ça parle de la dictature de développement. Ça désarticule les institutions. L'Assemblée ne peut pas légiférer, la Cour constitutionnelle peut lui arracher les doigts. La Cour suprême ne peut pas décider en dernier ressort. La Cour constitutionnelle peut faire. Et il y a des méli-mélos. Le chef de l'État même aussi peut faire. C'est une conception de type vénézuélien. C'est un projet constitutionnel propre au Venezuela, à la Corée du Nord, à la Chine antique. Ce n'est pas de la démocratie. Donc, c'est un leurre. Et qui connaît Yahi Boni, qui n'a pas de gêne, de scrupules, à renier sa propre signature, a dit j'ai signé, mais il dit je n'ai pas signé. Et même si vous avez un contrat avec lui, il est contre vous un jour, ce monsieur, si les gens commettent l'erreur de lui donner de député, il écrira ce qu'il veut. Il lui suffit d'avoir un parlement de type moutonnier. Dès qu'il a un parlement de type moutonnier, il va leur donner des herbes et eux tous vont brouter à l'herbe. Et pendant qu'ils sont en train de brouter à l'herbe, il va les transformer et les mettre en cage. Et il égorgera chaque mouton à son gré. N'oubliez pas les gens qui sont en prison. Hein. Beaucoup sont en prison parce que, non pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas bien servi. Un autre a été démis de sa fonction
Non pas parce qu'il a si tant mal géré, hein, mais parce qu'il n'a pas joué facilement dans l'acquisition de l'hélicoptère. Et c'est le clown, les griots, qui ont droit de citer. Même l'affaire du pétrole, les blocs pétroliers de Sémé, les contrats là, est-ce qu'on vous a expliqué les contrats? Les royalties, les rétrocommissions? Est-ce qu'on vous a expliqué les conditions dans lesquelles on a acheté l'hélicoptère? Est-ce qu'on vous a expliqué ce qui se passe là? Vous avez fouillé? Moi, j'ai fouillé. Est-ce qu'on vous a dit, expliquez, demandez les géotechniciens, les géologues et tout ça là. Ils vont vous dire que lorsqu'on ouvre un puits de pétrole, on ne ferme pas un puits de pétrole et on ne pompe pas un puits de pétrole à 100%. Ils vont vous le dire. Toutes les affaires qui se font là, on a mis ça dans quel budget, dans quel compte? Le compte de l'État, le budget de l'État ou le compte privé? Logé où? D'accord. Quand on est dans cet état on est sous un magma corruptif, on ne peut pas aller de l'avant. D'accord. Avant que vous ne... Comme vous l'avez promis, hein, vous allez me dire tout à l'heure sur quelle liste vous allez, à quelle position vous vous situez sur cette liste-là. Non, vous savez, je dois avoir assez de courtoisie et assez de respect pour la classe politique, pour les gens avec qui je discute. Je ne peux pas vous dire des détails. Je ne peux pas le faire. Vous avez promis J'ai promis, mais je n'ai pas promis d'aller dans des détails. D'accord. J'ai promis à quelle question? Vous êtes sur quelle liste? Point. D'accord. On a promis 1 milliard. On vous demande, Barnabé Agrippa, on vous demande si dans la ligne budgétaire, c'était prévu. Ce n'est pas que ce soit prévu ou pas. Il faut assigner le chef de l'État devant la justice. Pourquoi? Parce que c'est interdit par l'article 62 que je suis venu de vous dire. Il ne peut pas faire cette promesse. Il ne peut pas le faire. Il doit comparaître devant la justice. Parce qu'il a violé l'article 62. Je viens de vous le dire. Et pourquoi? Parce que ces hommes portaient déjà le logo Cori et que lui-même, à son congrès où il est venu, on a dit que c'est la propriété et il a revendiqué. C'est mauvais. Je ne parle pas. Il est coutumier de ça. On ne gère pas comme ça. Je ne veux pas aller... Il faut que Est-ce que les immigrants sont des poulets? On leur jette des miettes comme ça pour qu'ils courent? Non. C'est comme aussi l'autre, les vendeurs de paillots. Aujourd'hui, on ne les agresse plus parce qu'il attend la fin des élections. Il va les persécuter plus que par le passé. Les hommes qui courent. Lorsque on va inscrire les règles de la dictature du développement, on ne les verra plus à côté de nous. Vous savez, ce que j'ai dit arrive souvent. Ils n'ont pas écrit aujourd'hui ce que je suis en train de dire. Le jour où ils vont réviser la Constitution, ils verront. Il faut rien ne vaut la démocratie. Mais vous avez quand même promis qu'il n'y a pas de garçon pour réviser la Constitution, quel que soit le nombre de députés. Allons-y. Ce n'est pas une promesse. Je ne suis plus à l'étape de promesse. C'est à réaliser. Moi, je ne parle plus depuis un certain temps. Si ce n'est pas que, dans ma stratégie de communication, j'ai voulu cette rencontre, je ne parle plus. Je suis sur le terrain, je m'organise. D'accord. À toutes fins utiles. Après 2016, quels sont réservés aux dossiers de corruption sous l'ère de ce régime? Ce n'est pas après 2016. On peut commencer les dossiers tout de suite. Il suffit simplement de changer la majorité au pouvoir. Tout de suite, dès le 26 avril, si la majorité change tout de suite, on commence les dossiers tout de suite, sans arrêter, sans désemparer. Parce que les gens sont en train d'effacer les traces. Et quand on prend tous ces moyens, on déverse sur eux, c'est pour gagner du temps, pour que les traces soient effacées complètement. Parce que les crimes économiques sont imprescriptibles. J'ai dit sur une station à Koubé, là, il y a 2 dimanches, j'ai dit, des gens seront vieux. Sous l'arbre devant de leur devanture, on viendra les arrêter. Et ils iront répondre de leur acte de corruption. Parce que nous notons tout. Nous notons tout. Voilà. Et c'est ça. Il n'y a pas de problème. Si vous attendez longtemps, on efface les traces. Si le peuple veut que tout de suite, on commence par sortir les dossiers, par les mettre, et pas exiger même que ces dossiers connaissent un aboutissement, il faut changer la majorité. Parce que le changement de la majorité a un impact direct sur la haute cour de justice. Donc les membres vont changer encore et viendront renforcer en pureté, en volonté de transparence cette institution. Mais cette haute cour de justice, depuis qu'elle existe, on n'a jamais rien eu comme résultat. Je ne veux pas entrer dans ça parce que c'est un débat vieux comme le monde, mais je vous dis, ça dépend
de la configuration à l'intérieur. D'accord. Ça Et dépend. M. Roch Arouanchede vous a posé une question, c'est de savoir, entre la FCBE, restaurer l'espoir et d'autres partis, qui peut gagner, vous choisissez qui, forcément. Mais écoutez, c'est lorsque vous demandez à quoi? Mais sa question n'a pas de sens. Moi, je ne réponds pas à des questions qui n'ont pas de sens. Moi, je ne suis pas un homme politique sans référence. C'est ceux qui sont sans référence qui sont là à demander qui va gagner, qui ne va pas gagner. Moi, je sais que celui qui va gagner, c'est pour ceux-là que je me bats. Et je dois tout faire pour que les autres échouent. Je ne peux pas dire ma bannière, j'ai ma bannière, et demander que l'autre bannière gagne ma bannière. Je ferai tout pour gagner. Mais il y a des questions, excusez-moi. D'accord, quelqu'un parlait de, qui n'ont pas de sens. Parlait de 2500 au port et demandait Mais c'est votre triste. aide. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Parce que ce peuple est démuni. Ce peuple est en manque. Et quand les gens sont démunis, sont en manque, on profite de leur état. C'est comme on dit, les jeunes, on va recruter des volontaires, bon, on va donner PSI, on fait BPC, Business Promotion Center. C'est du pipeau. Pour créer l'emploi, il faut remoduler et une nouvelle modélisation du développement. Et la modélisation du développement doit tenir compte des 4 grands paramètres. Il faut savoir le capital à prendre. Il faut savoir où impacter, où mettre le capital. Il faut faire la part, inverser le rapport aujourd'hui entre l'urbain, le rural, entre le capital privé et le capital national. C'est cette difficulté que nous avons. Il faut déconnecter d'une économie extravertie et rendre notre économie un peu plus vers nous pour doper la consommation. Tant qu'on ne va pas créer une structure, une culture de consommation axée sur la production locale, et on ne pourra pas. Et tout ce qu'on fait là, ça va être sclérosé. Les gens ont tellement faim, et puis on leur donne beaucoup, et paniqués pour étancher leur soif, ils oublient la défense des valeurs. Et quand on va finir d'arracher les valeurs, ils retomberont dans leur état maintenant, mais cette fois-ci, sans la liberté. Ils n'auront plus les miettes qu'on leur donne, mais ils n'auront plus les libertés. C'est ça ce qui gâte ce peuple. Et puis, il reste quelques questions. Langue nationale. Langue nationale, oui. Mais la politique, le débat sur... On a fêté hier, je pense, la journée internationale des langues maternelles. Moi, je pense que le monde aujourd'hui, pour emprunter une expression que j'ai entendue chez le professeur linguiste, l'excellent Georges Guédou, et aussi chez le professeur Paulin Outondi, il faut, et même chez un grand professeur, Suleiman Bachir Diagne de l'Université de Columbia, et la culture multilingue. Il faut le multilinguisme aujourd'hui. Et c'est ça. Parce que la langue permet l'effluve même de la conscience, de la parole et de la culture. Mais parler toujours dans la langue qui n'est pas sa langue maternelle est une peine. Mais nous vivons les conséquences de la colonisation. Et nous ne devons pas pleurer sur les conséquences de la colonisation. Les peuples qui se sont libérés sont les peuples métissés. Quand je prends la France, la langue française est un métissage extraordinaire de beaucoup de langues. Du francilien, du gaulois, du romain, du byzantin, même de l'africain aujourd'hui. Moi, je pense que je ne suis pas totalement d'accord pour une sectorisation des segmentations des langues, mais je ne suis pas aussi pour la disparition des langues, mais je suis pour l'efficacité. Et l'efficacité aujourd'hui, c'est de prendre la langue officielle, d'aller vers la langue officielle, sans détruire les autres langues, de faire en sorte que la langue officielle soit disséminée partout, pour que tout le monde puisse l'enrichir. Qu'on mette un comité d'experts pour enrichir la langue officielle, comme par exemple, on voit en Côte d'Ivoire le français de Dago Itete, et puis on voit au Sénégal quelques créoles un peu de type sénégalais qui prennent le Wolof, le Bambara et tout, et puis les langues françaises, latino et tout ça là. Puis le Sénégal est au cœur d'un grand carrefour. N'oubliez pas que très anciennement, ils ont été les derniers pôles avant que les nègres ne finissent de l'autre côté. Mais le Sénégal a un avantage, que la dissémination linguistique-culturelle est très large et que le Wolof est presque une langue nationale parce que s'imposant comme largement parlé. Il en est même de Burkina Faso avec les Mossi. Il en est aussi de certains peuples. Mais chez nous, au Bénin, nous avons plus de 60 langues. Les experts en comptent plus d'une cinquantaine. Mais comment fédérer toutes ces cinquantaines de langues tout de suite et les parler toutes au Parlement
et avoir l'efficience, l'efficacité du discours et vu notre pauvreté. Moi, je pense que le camarade, le citoyen qui a parlé a parfaitement raison. Mais il doit savoir que le fait colonial ne peut pas être effacé totalement. Nous devons faire avec, mais en faisant avec le fait colonial, nous devons nous appuyer sur notre spécificité endogène, sans avoir honte d'enrichir la langue officielle et d'aller progressivement vers une langue que tout le monde peut comprendre. D'accord, honorable. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant de vous laisser, vous nous avez promis. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais faire ça à la fin de l'émission, sinon ça sera l'objet de distractions et autres là. Le débat aujourd'hui n'est pas seulement un débat législatif, mais c'est un débat qui ressemble beaucoup plus à un référendum sur les élections législatives, parce qu'il s'agit, l'enjeu c'est réviser ou non la Constitution. Les révisionnistes veulent tuer les acquis de la conférence nationale, les anti-révisionnistes veulent préserver les acquis de la conférence et l'état de droit et les valeurs démocratiques. Alors, mon parti politique et moi, nous pensons que la bannière qui répond le plus à une clarification du débat contre le pouvoir en place, cette bannière est l'Union fait la nation. Donc vous êtes candidat sur la liste de l'Union fait la nation. Tout à fait. C'est pas moi. Mon parti combattra avec l'Union fait la nation sous les bannières de l'Union fait la nation. Merci. Je ne dirai pas plus. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, honorable, pour ces minutes utiles. Nous sommes à la croisée des chemins. 90 minutes sont passées. À le rappeler, carte sur table ce dimanche, on recevait l'honorable candidat Zonaï sur l'actualité